bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans Soif de partage. Ce soir, nous continuons nos émissions sur la santé, bien sûr, par rapport au Covid-19. Vous avez un numéro de téléphone, les auditeurs, le 36 3000, 05 94 36 3000. Sinon, vous êtes en direct sur la page Facebook rdi.guyane. Je dis bien rdi.guyane. Et vous pouvez poser vos questions. Nous recevons ce soir dans nos studios Marc. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Donc on reçoit Mylène Mathieu. Mylène Mathieu qui est infirmière libérale et présidente de Mireille. Professionnelle de santé, Ouais. l'URPS, URPS. concernant les infirmières libérales. Comment ça va Mireille? Depuis le début. On fait aller. Mylène. On fait On fait aller. aller. Oui, ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'on c'est... fait, on Vous fait êtes avec... très sollicités, les infirmières. Comment ça se passe? Effectivement, on est assez sollicité en termes d'information déjà. L'information auprès de nos propres patients pour pouvoir leur donner la bonne information autant que faire se peut, les rassurer. Et puis, nous sommes beaucoup sollicités aussi par le citoyen lambda qui, nous sachant professionnels de santé, professionnels de terrain, n'hésite pas à venir se renseigner auprès de nous. Nous sommes aussi sollicités par les associations, par différents... associations d'aide à la personne, notamment. Corinne Germany, qu'on avait reçue semaine dernière, nous disait que vous aviez pas mal d'informations. Vous étiez quand même bien informé de ce qu'il fallait faire, des gestes à avoir et tout ça. Vous confirmez, Mylène Mathieu? Alors, nous sommes quand même des professionnels de santé, donc nous sommes formés d'ores Mais et déjà. par rapport au coronavirus, bien entendu. Oui, Covid-19. par rapport au coronavirus, maintenant... Vous recevez suffisamment d'informations, effectivement, pour pouvoir savoir comment le gérer vis-à-vis de nous avons vos clients. su effectivement adapter notre pratique professionnelle à ce nouveau virus, un nouveau virus qui est nouveau pour tout le monde et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. Donc nous avons effectivement eu l'opportunité, parce que moi je suis représentante des infirmières libérales au niveau du système de santé en fait, et nous avons eu quelques réunions qui ont été organisées par les instances sanitaires en responsabilité sur le territoire, de sorte à nous tenir informés. Déjà politiquement, quels sont vos rapports avec le préfet, le président de la CTG ou certains maires de communes? Est-ce qu'il y a eu justement un rapprochement de ces personnalités vers... vous êtes la présidente, justement, vous représentez pas mal de personnel de santé. Est-ce qu'il y a eu un contact? Alors, avec le préfet, pas directement. C'est l'ARS. Parce que le préfet de la santé, pour le coup, sur le territoire, c'est l'ARS, ce qui fait fonction de préfet, s'il faut voir dans ce sens-là. Et en l'occurrence, il s'agit de Mme Debord, qui est la directrice de l'Agence régionale de santé. Maintenant, voilà. D'accord. Donc, les réunions sont régulières, le travail, effectivement, de terrain... Alors, il y a eu des réunions qui se sont faites au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie sur l'ensemble du globe, finalement. Parce que, on a vu arriver ça de loin, finalement. Vous vous rappelez tous que ça vient de Chine. Et ensuite, on voit que ça c'est rentré en Europe, c'est arrivé en Italie, en France. Et voilà, jusqu'à nous toucher nous-mêmes. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie, eh bien, les instances se sont organisées. Et effectivement, aujourd'hui, nous organisons des réunions entre différents professionnels de santé et l'administration sanitaire pour nous tenir informés de l'évolution des choses et des nouvelles dispositions à prendre au fur et à mesure que les choses évoluent. Dites-nous, comment vous arrivez à travailler, tout simplement, à récupérer votre matériel, ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce que, justement, ça se passe bien? Allez-y. Bon, écoutez, on ne va pas faire de langue de bois. De toutes les manières, on s'est suffisamment manifesté pour faire savoir effectivement que nous souffrons, parce que ce n'est pas encore fini, d'une pénurie de matériel. Notamment le gel hydroalcoolique. Vous savez que qui doivent être efficaces, qui doivent être dans un premier temps effectivement antiseptiques, bactéricides et viricides. C'est une denrée rare aujourd'hui sur le département. Vous avez entendu que les Roms Saint-Maurice, qui J'ai entendu produisent ça. normalement du rhum, J'ai entendu ça. se mettent à disposition pour pouvoir Oui, produire... parce qu'en fait, les pharmaciens sont, en l'occurrence, formés pour pouvoir fabriquer, concevoir du gel hydroalcoolique. D'accord, les pharmaciens peuvent le faire? Les pharmaciens peuvent le faire à condition qu'ils aient les matières premières. D'accord. Et jusqu'à présent,
Ça avait été évoqué dans nos réunions d'ailleurs, puisque les pharmaciens ont dit mais on peut le faire, mais il nous faut les matières premières. C'était une chose qui manquait aussi donc, sur le territoire. De l'alcool au moins 70, c'est ça, hein? Alors là, je connais pas moi je suis pas, je connais pas la. C'est ce qu'on a entendu dans les médias. Je pense, c'est ce qu'on a entendu hier soir. Je pense, mais donc effectivement, c'est une des choses qui manquait. Parce que aussi l'alcool avait été consommé en grande quantité, notamment par la population. Parce que lorsque la nouvelle s'est répandue concernant l'apparition de ce virus sur le territoire, la population a voulu elle-même aussi se doter. Et donc, ça a créé une grosse demande à côté de l'offre qui n'était pas prévue. Et donc, ça a créé la pénurie. À ce sujet, justement, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que les bateaux continuent à arriver avec du matériel de santé en Guyane? On voit que la France a fait des demandes dans d'autres pays. Est-ce que nous, en Guyane, vous avez des informations à ce sujet à nous donner, par exemple? Alors, nous avons des informations. Moi, en tout cas, en ce qui concerne ce qui se passe par rapport au gel hydroalcoolique, ce n'est pas un produit qui, habituellement, est très demandé. Donc, il y avait des commandes tout à fait ordinaires, on va dire. Et les commerçants, les commerçants distributeurs, vous savez, de matériel en santé, etc., qui fournissent aussi ce genre de matériel, ainsi que même les grossistes en pharmacie, n'ont pas vu arriver cette catastrophe, entre guillemets. Donc, ils n'ont pas pu anticiper sur leur stock. Donc, vous savez, quand c'est de grands matériels, de grandes quantités de marchandises, ça ne voyage pas bateau, c'est 2 mois, 1 mois et demi. Donc, ce qui va arriver là sera largement insuffisant. Parce que entre-temps, ils n'ont pas pu anticiper sur leur commande. Donc, ça va arriver, mais ça va être tout de suite utilisé. Donc, d'où l'intérêt, ça peut être intéressant, effectivement, que ça soit fabriqué localement. Absolument. En tout cas, pour le gel hydroalcoolique. Absolument. Ah oui, pour le gel hydroalcoolique, l'idée... Effectivement, j'avais entendu cette initiative se faire dans d'autres pays, notamment en métropole. Certains parfumiers, etc., ils ont mis à disposition. Et c'est très bien qu'ici, qu'on soit en capacité de le faire d'eux-mêmes. Pour les infirmiers, les infirmières, qu'elles soient libérales ou en hôpitaux ou en clinique, quand on parle de matériel médical, ça signifie quoi? Donc, le gel hydroalcoolique, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Les masques? Alors, attendez. Ça dépend dans quel cas de figure on se trouve. Si on est dans le cadre de vraiment du curatif, c'est-à-dire que nous sommes en train de dispenser des soins à des personnes atteintes, connues et dont les résultats ont été positifs. Le soignant qui vient administrer des soins, il est obligé de se protéger au maximum. Au maximum, ça veut dire qu'il faut qu'il porte une surblouse pour que ses vêtements soient protégés, qu'il soit doté d'un masque FFP2, très important, parce que c'est le masque indiqué pour empêcher la contagion. Donc, il doit être équipé de son masque. Il doit être équipé aussi de lunettes protectrices, parce qu'il faut savoir que les gouttelettes, en cas d'éternuement, etc., ça peut être aussi être reçu dans les yeux. Donc, il faut que les yeux soient protégés. Il faut que la bouche et le nez soient protégés. Et lorsqu'on donne des soins, bien entendu, il faut des gants. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, à minima, je dis. D'accord. Les cheveux doivent être protégés aussi, donc porter une charlotte et porter des chaussures aussi, parce que vous savez que le virus, il peut être sur des surfaces et au contact de ces surfaces-là, puisse contaminer ceux dont vous êtes habillés. Donc, au maximum, protéger de la sorte. vous êtes en contact également avec les infirmières qui travaillent dans les hôpitaux et dans les cliniques ou pas trop? Eh bien, écoutez, de plus en plus, en tout cas, j'en ai qui m'appellent. On n'est pas sur le plan de, comment dirais-je, professionnel. Oui, voilà, de l'organisation du système de santé. Nous avons les professionnels qui exercent en ville et ceux qui exercent à l'hôpital. De plus en plus, on essaye de faire des ponts, mais dans la pratique même, dans la pratique de l'offre de soins, nous ne sommes pas en contact. Maintenant, face à cette pandémie, voilà, moi j'en ai beaucoup qui m'appellent parce que bon, c'est difficile. C'est difficile et justement, on parlait entre nous tout à l'heure, puisqu'on est en train de regarder comment on va s'organiser, tant que nous en sommes à la phase 1, comment s'organiser pour ce qui va venir. Et donc, il y a une problématique, il y a une prise en charge à laquelle il faut que nous pensions, c'est le soutien psychologique notamment. Parce que même auprès des infirmières libérales que je représente, ce n'est pas une chose facile à gérer.
vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais pour le moment, nous sommes en phase 1, en Guyane. Ça veut dire que, lorsqu'on est en phase 1, que le virus n'est pas circulant. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne sort pas là de notre porte et qu'on le trouve, une personne éternue, tiens, voilà. Ça veut dire qu'un petit nombre encore, je crois qu'aujourd'hui nous en sommes à 19. 20, voilà, mais voilà. On remarque quand même que de jour en jour, on nous tient informés de l'évolution. Ça, ce sont les chiffres officiels. Il n'est pas circulant. On n'a pas, pour l'instant, établi qu'il était circulant. Maintenant, justement, pour l'instant, on n'a pas encore établi qu'il est... Et justement, respecter les règles de confinement, parce qu'on ne sait jamais pour l'instant. Voilà. C'est bien ça, Mylène Mathieu. Voilà. Il faut vraiment... Alors, parce qu'il ne faudrait pas que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent pensent que comme il n'est pas circulant, il faut sortir. Non, on est bien d'accord. J'y viens. Je venais donner le complément d'information. C'est-à-dire que depuis que nous avons identifié, en tout cas le système de santé a identifié les 5 premiers cas qui sont arrivés, qui ont été confinés, qui ont été gérés. D'ailleurs, je crois qu'il y en a même 6 maintenant qui sont d'ores et déjà guéris. D'autres ont été contaminés. Les premiers cas, ce sont des cas d'importation. Ça veut dire que les gens n'ont pas trouvé le virus ici. Et jusqu'à présent, nous avons des cas de contamination secondaire. Ça veut dire que les gens ont été en contact avec des personnes qui sont arrivées et, d'une façon ou d'une autre, ont été contaminés. Donc, pour le moment, on peut considérer que le virus est circonscrit à ces personnes-là. Maintenant, il est important de rester prudent et d'avoir les gestes barrières parce que c'est la seule façon qu'on aura justement pour limiter les choses et de faire que le virus ne se dissémine pas. Les personnes qui ont été identifiées comme contaminées ont dû avoir, comment dirais-je, ils ont été au contact avec les professionnels de l'ARS notamment. Des enquêtes sont faites pour savoir, à partir du patient zéro, comme on dit, combien de personnes qui ont été touchées. Donc on lui fait une enquête. Qui vous avez vu? Et toutes ces personnes-là sont contactées. Le travail est fait très sérieusement à votre connaissance de ce côté-là. À ma connaissance, le travail est fait très sérieusement, où les professionnels, les personnes sont contactées et doivent donner la liste de personnes avec qui ils ont été toutes en contact. Et ces personnes-là sont contactées de sorte à qu'elles soient mises elles-mêmes en confinement durant la période maximale, puisqu'on sait que le temps d'incubation du virus est de 14 jours. Donc, ça peut être moins, mais le maximum, c'est 14 jours. Donc, toutes ces personnes-là sont mises en observation pendant ce laps de délai-là. Et il s'avère que certaines d'entre elles ont développé des signes cliniques, comme on dit, des symptômes qui ont fait penser que effectivement la pathologie s'était développée sur certains d'entre eux. Donc jusque-là, c'est cadré. C'est cadré et le fait que nous ayons encore très peu de cas nous permet de dire que nous sommes en phase 1 en Guyane. Maintenant, pour éviter d'autres contacts, parce qu'imaginez que ces personnes-là, que l'enquête n'avait pas été faite, etc. Et que ces personnes-là rentrent en contact avec tout à chacun. C'est comme ça que le virus se dissémine. C'est comme ça. Il suffit de parler justement, si on nous demande d'avoir 1 mètre d'espace, c'est pour que lorsqu'on discute l'un envers l'autre, eh bien, qu'on n'ait pas d'échange de gouttelettes, de salive, etc. Quand on demande de ne pas s'embrasser, etc., c'est bien pour cela, pour éviter ce contact-là. Alors, il faut continuer comme ça pour qu'au maximum, la Guyane n'augmente pas dans la phase épidémiologique de cette pathologie. Vous parlez de cette façon de repérer les gens qui ont été mis en contact avec d'autres, et au niveau des enfants, on sait que c'est plus difficile de pouvoir voir justement... Oui, parce que c'est vrai que les enfants sont exposés aussi à beaucoup d'autres. Il nous a été expliqué que les enfants peuvent faire des phases. C'est pour ça que l'école a été suspendue, tout a été mis en suspens. Excusez-moi. Parce que les enfants peuvent développer une forme asymptomatique. Ça veut dire que ça peut avoir l'air d'un petit rhume, d'une petite grippe, et pourtant ça peut être le coronavirus. Alors, et souvent, face à une grippe ou une petite machin, on n'a pas de grand... On ne fait pas forcément attention. On se dit, il est juste enrhumé. Et du coup, l'adulte qui va venir s'en occuper va se contaminer et pour le coup, va peut-être développer une phase beaucoup plus grave
de ce virus et surtout va devenir contaminante elle-même et continuer à disséminer. Donc pour l'instant, on a eu 20 personnes de façon très concrète qui ont été contaminées, en tout cas identifiées avec des symptômes qui ont été... non seulement les symptômes, mais avec le test qui a été fait et le test a été révélé positif. Et donc les 20 ont été hospitalisés ou pas forcément? Pas forcément hospitalisés puisque ce sont les formes les plus graves. Parce que vous savez, cette pathologie-là engendre des difficultés respiratoires. Et quand la personne vraiment est en grande difficulté, en détresse respiratoire, elle est hospitalisée, voire hospitalisée en réanimation. Mais pour la plupart des cas, je dirais peut-être 80%, eh bien, elles sont mises en confinement à leur domicile et surveillées en tant que telles. C'est le cas également en Guyane. Ça, ce sont les chiffres généraux que vous nous donnez. Mais en Guyane, est-ce que vous savez, sur les 20, combien ont été hospitalisés parce qu'ils avaient vraiment des problèmes respiratoires importants? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, à ma connaissance, en tant que professionnel de santé et issu des rencontres que nous avons avec l'ARS, il n'y a pas eu aujourd'hui de personnes hospitalisées en réanimation. D'accord. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore eu de cas aussi suffisamment graves. Voilà. D'accord. Ça, ce sont les faits qui nous sont rapportés. Pour l'instant, au niveau de l'ARS. Voilà. Est-ce que l'ARS a une idée, ou est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui peuvent être hospitalisées, prises en charge de façon, en réanimation en Guyane? Est-ce qu'on a ces ordres de grandeur, ces chiffres-là? L'offre de soins, c'est une offre de soins en Guyane, ne va pas jusqu'à, je crois que nous avons 38 places de disponibles, en tout cas, en termes de réanimation, pour les cas de détresse respiratoire importante. Voilà, donc d'où l'importance vraiment de respecter le confinement, parce que ça veut dire que, en Guyane, on peut gérer une quarantaine de personnes qui auraient des symptômes très graves. Très graves et qui auraient besoin d'être sous assistance respiratoire. Assistance respiratoire. Tout à fait. C'est pour ça que ces chiffres-là sont importants. C'est très sérieux. Il faut vraiment le porter à la connaissance de tout le monde. C'est très sérieux. C'est sérieux. Respectons ces règles de confinement pour éviter que ce virus ne se propage en Guyane. Oui. Même si on a l'impression que pour l'instant on est épargné, tant mieux. Oui. Mais faisons en sorte de bien respecter ces consignes-là. Faisons en sorte de garder cette avance sur le virus. Faisons en sorte de ne pas lui donner plus de chance à lui de se développer. Nous sommes avec Mylène Mathieu, infirmière libérale. Mylène Mathieu, on voit que le personnel de santé, beaucoup en métropole, ont été touchés. Beaucoup sont en arrêt de maladie. Certaines attendent d'être soignées pour revenir. Qu'en est-il en Guyane? Est-ce qu'il y a aussi cette problématique pour le moment des risques pour le personnel de santé en Guyane, quel que soit dans les hôpitaux ou vous-même en tant qu'infirmière libérale? Pour le moment, et heureusement, nous n'avons pas connaissance d'un personnel de santé qui serait touché. Vous m'aviez demandé tout à l'heure de quel matériel nous aurions besoin. Alors, je vous ai dit que ça dépend le cas de figure. Il y a le soin curatif, où vraiment on est en face d'une personne atteinte de la pathologie et en face de laquelle il faut se protéger pour ne pas être contaminé. Et puis, il y a le fait que nous, soignants, nous continuons, notamment les infirmières libérales, à travailler parce que nous avons la charge de patients à domicile. Et dans ce cas de figure, nous avons quand même dû adapter notre pratique professionnelle parce que là, nous sommes dans le cas de la prévention. Parce que malgré tout, dans notre pratique à domicile, nous ne pouvons pas savoir qui, parmi les personnes que nous soignons, pourrait, par un bien ou un autre, parce que les chaînes barrières n'auraient pas été respectées, être à un moment ou un autre en contact avec une personne qui aurait été infectée. Et là, c'est là toute la difficulté. Alors, pour nous relativisons et nous restons rationnels, parce que pour pouvoir vraiment continuer une pratique le plus sereinement que possible, c'est de vraiment être rationnel, c'est-à-dire que en général, les infirmières libérales prennent en charge des patients chroniques. Donc, ce sont des patients qu'elles connaissent. Qu'elles voient souvent. Et qu'elles voient tous les jours, même 3 fois par jour pour certains. On peut rappeler ce que c'est en général ces maladies. Vous avez de tout. Diabète. Vous avez des personnes prises en charge pour le diabète, pour des maladies cardiovasculaires. En moyenne, combien de piqûres d'insuline Ça dépend. Moi, ça dépend. Chacun a une patientèle variée. Vous avez de tout comme soin.
Nous avons de tout comme soin. Nous avons les pansements, nous avons les injections, pas forcément que de l'insuline, nous avons des anticoagulants, nous avons des soins chroniques, mais nous avons aussi des soins ponctuels, des soins qui durent quelques jours. Mais nous avons des gens que nous avons en long cours. Nous avons aussi à charge les personnes âgées pour les soins de nursing, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation de handicap notamment, ou qui sont à mobilité réduite et qui ont besoin d'être suppléées, d'être aidées pour les actes d'hygiène de la vie de tous les jours, que nous aidons. Mylène Mathieu, je crois que Madame Germani nous disait la dernière fois qu'il y a à peu près 200 infirmières libérales, c'est ça 250. 250. Nous sommes en train de faire un nouveau recensement pour connaître les chiffres exacts, puisque comme je vous disais, nous sommes en train de nous organiser. Et donc, il y a un régulièrement, dans le mois, vous avez 1, 2, 3, 4, 10 personnes qui s'installent en libéral. Mais on peut dire 260 infirmières libérales. D'accord. Donc, en gros, 260. Est-ce que si jamais, scénario, il y avait nécessité, est-ce que vous pourriez être mobilisé en hôpital ou en clinique ? Absolument. Est-ce que vous disiez que vous avez à voir des patients régulièrement, quotidiennement ? Est-ce que ça serait quand même faisable de venir aider vos collègues qui seraient en hôpital ou en clinique ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un recensement est fait. Les autorités sanitaires ont pris contact avec les personnels soignants que nous sommes, même si nous sommes en libéral, il s'agit d'une situation de crise, et ont demandé toutes celles et ceux qui étaient volontaires pour pouvoir, en cas de besoin, venir prêter main forte à nos collègues hospitaliers. Maintenant, c'est du volontariat. Mais il faut que nous organisions, parce que je crois avoir entendu ce matin dans les informations qu'il était demandé près de 400 infirmières pour pouvoir faire face en cas où nous allions vers une phase 3 du virus en Guyane. 400 infirmières, c'est ce qu'il me semble qui m'a été rapporté, donc je le dis sous toute réserve. D'accord. Toutefois, bien entendu, là, nous ne sommes pas, nous sommes déjà, nous, en sous-effectif pour répondre aux besoins de la population en Guyane. Nous sommes à peu près 250 et aux dernières statistiques que nous avons pu mener, il manquerait d'ores et déjà une centaine d'infirmières en libéral pour prendre sur l'ensemble du territoire en charge les personnes à domicile. Pour l'offre de soins à domicile, il manquerait d'ores et déjà une centaine d'infirmières. On a vu qu'en métropole, en ce moment, on fait appel aux retraités, médecins. Oui, c'est possible. Est-ce que justement, aussi en Guyane, c'est une situation aussi... Oui, tout à fait. Tout le monde est mobilisé. Infirmières libérales. Bien sûr. Tout le monde est mobilisé sur la base du volontariat, parce qu'il faut déjà être en capacité de pouvoir rendre ce service. Il y a aussi la problématique où... tout à l'heure, vous disiez que, je ne sais pas, j'entendais les informations, ils disaient que les personnes les plus âgées sont quand même plus exposées. Nous sommes en train de travailler, nous, en tout cas, sur la structuration des forces que nous pourrions donner au système hospitalier. Et nous sommes en train de travailler, par exemple, en disant que, d'ores et déjà, les personnes de plus de 60 ans, autant que faire se peut, on va essayer de ne pas les mobiliser parce que, en cas d'incident, elles seraient directement exposées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... oui, je sais qu'il y a des retraités qui ont été mobilisés et ça, c'est pas le Covid qui innove en la matière, mais habituellement, lorsqu'il y a quelles que soient les situations de crise, effectivement, tous ceux qui peuvent être mobilisés le sont, y compris les retraités. Sur le thème des rumeurs, Mylène Mathieu, est-ce que justement on entend, il y a des vidéos qui circulent, où on entend des informations sur la Guyane. Il y a eu un décès ou pas d'une jeune fille de 18 ans qui a eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui ? Est-ce que l'ARS fait les déclarations ou pas ? Lorsque nous sommes en réunion, nous leur posons les questions. Ce qui nous a été dit, et moi je vous répète ce qui nous a été dit, c'est qu'en réanimation, il y a encore personne qui a été pris en charge en Guyane dans le cadre du Covid-19 et qu'il n'y a pas encore eu de décès qui concerne le Covid-19. D'accord. Donc alors, ça, vous confirmez ces informations officielles. Je vous confirme ce que moi, on m'a confirmé. Voilà. Alors, je ne vous confirme pas. Oui. Je vous communique les informations qui m'ont été données. Donc voilà. Donc, pour l'heure, sous réserve d'informations plus fraîches, pour l'instant, il n'y a pas de personnes dans les services de réanimation, ni de personnes décédées du Covid-19. Alors, ça remonte, la dernière réunion remonte à vendredi.
Voilà. Vendredi, d'accord. Vendredi. Donc Voilà. on est lundi, ça fait 3 jours. Donc, on verra, va faire une petite pause. On va appeler aux auditeurs, un petit appel aux auditeurs, le 05 94 36 3000 ou sur Facebook. Posez votre question, vos questions. Mylène Mathieu, elle est là. Ou à nous, RDI Guyane, hein, soif de partage. En ce moment, on est confiné à la maison. Il y a la radio, la télé, Facebook ou les réseaux sociaux. Donc, restez avec nous. On se retrouve juste après une petite pause publicitaire. Vous écoutez RDI. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Nous sommes de retour dans Soif de Sport sur Soif de partage. Dans Soif de Lapsus partage, révélateur. un lapsus. On va revenir au sport dans un mois ou deux peut-être, ou peut-être un peu plus. Soif de partage sur RD Guyane avec Mylène Mathieu. On y vient sur, justement, vous avez défilé dans les rues, klaxons, les infirmières libérales, manque de matériel, une situation très compliquée pour tout le monde. Comment est-ce que ça se passe au niveau des gants, au niveau des masques en Guyane? Est-ce que justement vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il y aura un ravitaillement au niveau des pharmacies pour la population et déjà pour les personnels de santé? Alors, juste avant de rebondir, faites encore un peu de sport à la maison, parce que le sport, ça revigore et ça fortifie votre système immunitaire. Et votre système immunitaire, vous en avez besoin pour lutter contre quelle que soit la maladie, Donc, notamment faites le du Covid. sport. Donc, faites du sport à la maison. À la maison. Alors, pour répondre à votre question, oui, nous avons défilé mercredi dernier parce qu'il y a eu une situation où on s'est retrouvé avec une bonne partie de professionnels, en tout cas en ce qui concerne les infirmières, qui n'ont pas pu se pourvoir en masque, parce que vous savez que l'ARS a mis à disposition des professionnels de santé libéraux, que ce soit les infirmières, les kinés, les sages-femmes, les pharmaciens, des masques chirurgicaux pour le coup. Donc ce ne sont pas des masques qui protègent d'une contamination, mais qui permettent de ne pas projeter Les gouttelettes. Exactement. Et tout le monde n'a pas été pourvu, n'a pas pu avoir, donc ça a chauffé un petit peu. Des tensions. Ça a créé des tensions, donc les infirmières ont voulu monter au créneau parce que la difficulté c'est de toujours continuer à pouvoir travailler, mais de pouvoir se préserver au maximum. Donc, Et donc là, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez reçu quelques masques. Comment ça se moi, passe? je ne suis pas là pour faire de la langue de bois. Au niveau national, tout le monde sait qu'il y a une pénurie de masques. D'accord. Ils Donc, en attendent Guyane, un également. grand Voilà. arrivage de masques en France. Voilà. Tout le monde sait que c'est une pénurie de masques et après, c'est une situation quasiment mondiale. Enfin, vous suivez l'actualité politique notamment. Et on n'est pas... On n'est pas mieux lotis pour l'instant en Guyane. Pour d'accord. l'instant, donc on nous demande de faire avec ce que nous faisons. Mais cependant, ça n'a pas manqué de créer des tensions qui ont eu besoin de s'exprimer parce qu'on n'entend pas souvent les infirmières libérales. Hein. Souvent, nous, on est la tête dans le guidon, on travaille. Il faut savoir que les infirmières libérales, c'est la seule profession médicale, paramédicale, je parle à domicile, qui est astreinte à la continuité de soins. La continuité de soins, ça veut dire que nous ne pouvons pas décider du jour au lendemain de ne pas aller travailler. Parce que nous avons en charge des patients qui ont besoin de soins quotidiens, voire tri-quotidiens. Et si une infirmière libérale doit s'absenter, elle doit s'organiser pour qu'elle soit remplacée. Donc, nous sommes astreints à la continuité de soins. C'est comme si on était tout le temps d'astreinte. 7 jours sur 7, plusieurs fois par jour. Donc, nous sommes de plein pied dans la situation, auprès des patients, auprès de la population. Alors, il était le plus légitime possible de faire entendre nos besoins, et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, la situation de masse n'est pas réglée, on ne va pas vous mentir. C'est toujours la pénurie. On entend des annonces médiatiques, mais on n'a pas encore vu
l'effet, en tout cas chez nous. Vous parlez de différents types de masques tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer à la population justement, parce qu'on voit des gens dans leur voiture avec des masques, on voit des gens avec d'autres masques, on voit des médecins à l'hôpital avec des masques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces types de masques? Et on a vu en Chine des masques qui arrivent jusqu'aux oreilles et jusqu'au il y a différents types de masques. En tout cas, pour ce qui concerne le secteur médical, nous avons le masque chirurgical. Le masque chirurgical qui est celui qui nous est proposé d'ailleurs et qui permet d'empêcher les projections de gouttelettes. Voilà. C'est ce masque-là. Donc c'est pour que les infirmiers ou le personnel de santé ne puissent pas lui envoyer des gouttelettes. C'est ça. Soyons précis. C'est exactement ça. Ou la personne atteinte. Parce qu'en fait, ce masque est là pour faire barrière et il est plus indiqué pour la personne atteinte, que ce soit d'une grippe, que ce soit du Covid, que ce soit notamment de la tuberculose. En tout cas, de ne pas contaminer l'autre. Vous avez c'est le masque chirurgical. Vous avez le masque qu'on appelle FFP2. C'est un masque qui est fait pour protéger le soignant, notamment. C'est celui-là qui est le plus indiqué pour protéger le soignant lorsqu'il est face à une personne contaminée. Donc là, il protège dans les deux sens, en fait, finalement. Il protège dans les deux sens. Mais de facto, dans le sens du soignant vers le patient, mais également du patient vers le soignant. Et c'est ça qui est important. Oui, surtout du patient vers le soignant. Et en général, le patient lui-même, pour limiter au maximum les risques, porte le fameux masque chirurgical. D'accord. Donc, voilà, le masque, et le masque dont vous parliez, que les Chinois portent, il y a encore un autre masque, FFP3, qui est, lui, un masque encore plus performant en termes de barrage. C'est celui qui va jusqu'aux oreilles, là Il y en a plusieurs, mais bon. D'accord. C'est pas la grandeur qui compte, mais c'est le type de protection, le type de protection et de barrage, de barrière qui soit exposée là-dessus. Mais nous ne sommes pas là avec le masque FFP2. Nous sommes largement, protégés, mais il ne faut pas oublier le protéger les yeux. Alors, j'avais vu dans un journal télévisé une initiative en Belgique, une mère qui avait poussé ses administrés à fabriquer des masques en tissu et qui avait été, dont on va dire les patrons et puis à la fois le type de fabrication avait été validé par différentes instances. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable en Guyane? Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de choses? Il y a des initiatives. Nous avons une de mes collègues m'a rapporté que une de ses patientes avait cousu toute la nuit et lui a fait quelques masques. Bon, alors est-ce que ça ne pourrait pas être une solution en Guyane en particulier? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, là c'est peut-être une idée que je vous lance, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se rapprocher des autorités pour savoir est-ce qu'il y a une possibilité de fabriquer des masques en tissu en respectant un certain nombre de réglementations, de normes de fabrication? Alors, vous savez peut-être pas, mais je suis aussi conseillère territoriale à la CTG. Et j'ai adressé dimanche soir un courrier à monsieur le président de la GTG parlant d'un certain nombre de choses, d'initiatives qu'on pourrait prendre. Je vais ajouter celle-là. Et en tout cas, je demandais à ce que... Parce que nous, on a toutes les remontées du terrain, en fait. Nous avons les associations qui nous contactent, en l'occurrence moi. Nous avons les professionnels aussi. Nous avons le citoyen lambda qui nous contacte, qui nous demande mais qu'est-ce qu'on peut faire, 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 qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on essaie de donner des réponses, mais nous n'avons pas tous les moyens entre nos mains. Nous ne sommes pas les décideurs. Les décideurs. Donc, moi, en tant qu'élu aussi, je me suis dit non, je peux pas... Je ne sais pas si de l'autre côté, s'ils entendent un petit peu, pour qu'ils puissent avoir un petit peu de lien avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'ai pris l'initiative d'adresser un courrier à monsieur le président de la CTG, où je lui ai demandé de bien vouloir, lui, en tant que président de la CTG, réunir autour je ne dirais plus autour d'une table, je dirais sur une plateforme téléphonique, comme nous faisons avec l'ARS d'ailleurs, pour que tous les acteurs du système de santé, et je parle du système de santé au large terme, là, au sens large, je veux dire, j'ai inversé, au sens large. Je parle en termes de promotion de la santé. Quand on parle de promotion de la santé, il ne s'agit plus de l'hôpital, de l'infirmière ou du médecin ou de l'ARS qui doit prendre les choses en main. Il s'agit de tous les acteurs, les décideurs. Pouvoir rassembler tout le monde. Tout à fait. Qui puissent mettre en place toute la logistique,
toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions faire face ensemble. Et notamment, penser à des moyens tels ceux que vous venez de me dire. En tout cas, moi, je crois qu'une fois que cette crise sera passée, et j'espère que ce n'est pas dans trop longtemps, j'espère, mais bon, on peut toujours espérer. En tout cas, on n'y est pas encore. L'espoir fait vivre. Je crois qu'ici en Guyane, nous, on n'a pas d'industrie. Je crois qu'on aurait tout à gagner à se débrouiller, ou des porteurs de projets, pour ouvrir une fabrique de masques. Hein. Alors là, je crois que si on n'a pas compris ça, ou d'alcool, ou d'antiseptiques, etc. Vous comprenez? Parce que la ressource n'est pas sur le territoire. Donc moi, j'ai alerté et j'ai fait des propositions. Je leur ai dit, là, pour le moment, les gens n'ont pas une vision claire, parce qu'on a perçu, et moi j'ai perçu de la part des professionnels, de la part des gens du terrain, une certaine confusion, un amalgame par rapport à ce qui est apporté, par rapport à toutes les informations que nous recevons de l'Hexagone, où ils sont complètement dans la phase 3 de l'épidémiologie, de l'épidémie, et nous, où on nous dit, on est en phase 1, mais il faut faire du phase 3, et les gens ne comprennent pas tout. Et donc, je disais, il faudrait peut-être se mettre ensemble pour clarifier le message et proposer quasiment un consensus territorial pour que les gens puissent bien comprendre où nous en sommes, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous avons comme moyens, et que tous les acteurs, les maires, les décideurs, c'est-à-dire les élus, les maires, les parlementaires, etc., puissent se trouver autour d'une table avec les instances de l'ARS, décisionnaires aussi, mais aussi avec les professionnels de santé qui leur font remonter la réalité du terrain pour savoir comment adapter, comment mettre en place un dispositif suffisamment clair et efficace, pertinent pour stopper, pour éviter de monter en grade dans cette épidémiologie, dans cette épidémie. Vous disiez tout à l'heure, donc vous avez recensé à peu près 260 infirmières libérales. J'attends encore quelques chiffres. Au niveau des communes isolées, oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez également référencé des infirmières libérales? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a peu? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Comment ça se passe au niveau des communes isolées? Alors, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le zonage. Il y a un zonage qui est mis en place en Guyane, dans le sens où, justement, certaines villes étaient... Donc, il y a du surdotage, des îles surdotées, des îles insuffisamment dotées en professionnels de santé. D'accord. À Cayenne, Rémiremont-Joly, Matoury, ce sont des zones qui sont surdotées. Ça veut dire qu'on a une concentration importante de professionnels dans ces zones-là, au détriment d'autres zones qui sont, elles, surdotées. Et bien évidemment, les plus concernées, ce sont les communes isolées. Donc, nous avons des représentants. Nous avons peut-être un infirmier à Maripasoula. Je n'ai pas encore tout. Un seul? Pour l'instant, référencé en tout cas. Oui, référencé. Je n'ai pas encore tout. Nous avons quelques-uns sur l'Est. Nous en avons aussi à Cacao. On a un à Cacao. Nous en avons un à Regina. Mais nous avons plus la concentration de professionnels autour des grandes villes. Les grandes villes, l'île de Cayenne, mais aussi Saint-Laurent-du-Maroni. Du Maroni. Nous avons aussi la communauté des Savanes, donc Kourou, Sinamari. Mais dès qu'il s'agit de rentrer dans l'intérieur du territoire, vous comprenez aussi bien que vous pourrez la difficulté que nous avons d'avoir des professionnels qui veulent s'installer là-bas. Nous avons aussi des professionnels sur Apatou. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place, le zonage, justement pour inciter les professionnels qui venaient s'installer de s'étendre et d'aller avec une aide supplémentaire, comme pour les médecins, hein, c'est pas propre aux infirmiers, hein, c'est tous les professionnels en libéral du moins, excusez-moi, qui rencontrent ces difficultés parce que c'est une caractéristique propre à notre territoire concernant la continuité territoriale et voilà. Sur Maripasoula, il me semble qu'il y a un cas de personnes affectées. J'ai entendu ça, oui, tout à fait. C'est les informations que vous avez également. Tout à fait. Est-ce que vous avez des remontées justement de votre collègue qui est sur Maripasoula? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Non, pas encore. Nous n'avons pas particulièrement des remontées par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, comme ce sont des cas, je vous disais, très circonscrits, les personnes sont mises en isolement, en quarantaine, le temps de pouvoir, en confinement, c'est le bon terme. En confinement, le temps, et ils sont surveillés. Ils sont surveillés et je ne sais pas qu'est-ce qui a été mis par contre en place sur les communes de l'intérieur pour le moment. On peut faire appel à un infirmier libéral. Mais pour le coup, lorsqu'un infirmier libéral, et c'est ce pourquoi nous nous organisons aujourd'hui, pour si la vague devait arriver, lorsqu'un infirmier libéral est amené à traiter une personne atteinte,
et qui a été diagnostiqué positif au Covid-19, elle ne peut s'occuper plus que de cette personne-là par mesure de précaution pour les autres patients. D'accord. Donc, c'est ce pourquoi aussi nous sommes en train de nous organiser. Avoir un pôle d'infirmières libérales qui serait volontaire pour pouvoir porter main forte au système de santé intra-hospitalier, mais aussi extra-hospitalier, parce que toutes les personnes qui seront atteintes, il faut rappeler que 80% des personnes qui sont touchées par ce virus ne développent pas forcément des formes graves, mais ont besoin d'une surveillance. Cette surveillance-là ne va pas se faire à l'hôpital, elle va se faire à la maison, au domicile, où ils auront des professionnels qui viendront pour donner cette surveillance. Mais pour le coup, ces professionnels-là seront dédiés à ce genre de soins. Voilà. Situation exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. En cas de problématique de masque, justement, vous avez parlé des masques, mais il faut les gants également, Tout à fait. puisque c'est pas seulement les gouttelettes, il y a le toucher aussi aujourd'hui. Mais ça ne doit pas nous faire oublier le lavage des mains. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir pour les infirmières libérales? Pour les infirmières libérales, eh bien, écoutez, j'attends. La problématique se cristallise plus sur la problématique des masques. On n'est quand même pas en pénurie de gants, ni de savon et d'eau, heureusement. Parce que ce qui reste quand même la priorité, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains, même si on n'a plus de gel hydroalcoolique, OK, le gel hydroalcoolique, il est bien, mais normalement, il doit être utilisé en dernier recours, c'est-à-dire si vraiment nous n'avons pas de point d'eau où nous pourrions se laver les mains. Donc, la règle, c'est lorsque vous rentrez au domicile de la personne, avant quoi que ce soit, c'est d'aller se laver les mains avant de l'approcher. Et ça, c'est d'une règle, c'est pas le Covid-19, ça fait partie des règles d'hygiène classiques qui font partie du métier. Et lorsque vous avez fini de vous occuper de la personne, de vous laver les mains et de repartir. Ça, c'est la base. Donc, ça, on n'est pas en pénurie d'eau ni de savon, heureusement. Et puis, bon, par contre, vous pouvez vous trouver dans des situations où vous n'avez pas de point d'eau disponible chez l'habitant. Et donc, c'est à ce moment-là que devient important d'avoir le gel hydroalcoolique. Cependant, au bout de 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous n'allez pas passer toute une journée à vous laver les mains qu'avec du gel hydroalcoolique. Il faut qu'à un moment donné, je crois qu'au bout de la 5e fois déjà, même avant, il faut absolument vous laver les mains parce que ça ne devient plus performant. D'accord. Je ne me rappelais plus de la question. Donc, au niveau des gants, la problématique de pénurie ne se pose pas, heureusement. Mais quand même, ça ne doit pas faire oublier ce qui est primordial, le lavage des mains. Les infirmières sur l'île de Cayenne ou autres, est-ce qu'ils sont mises à disposition ou est-ce qu'ils ont des malades dans les, on va dire, les favelas ou les endroits un peu insalubres qui englobent autour de la ville? Parce qu'on a vu à la télé, ils manquent d'eau, ils n'ont pas d'informations, ils ne parlent pas le français. Oui. Est-ce qu'il y a des malades, des infirmières qui rentrent voir des personnes dans ces situations? Oui, nous sommes les dernières qui allons partout. Nous sommes les dernières. Même vous avez le dispositif d'hospitalisation à domicile. Même le dispositif d'hospitalisation à domicile a besoin d'un minimum de conformité pour pouvoir s'installer chez l'habitant. Et nous sommes les seuls à aller jusqu'au bout. Nous allons jusqu'au bout et nous faisons avec ce que nous avons. Nous allons dans toutes les conditions. Et nous nous retrouvons parfois, effectivement, dans des situations où l'insalubrité est là. C'est un grand risque. C'est un risque, mais là où le patient a besoin, nous y allons. Nous y allons. Et c'est là où je vous dis que les gels hydroalcooliques sont importants. C'est là où les protections sont importantes. Nous avons, notamment dans la pratique habituelle, en dehors, nous pouvons mettre nos surblouses. Nous mettons aussi des tabliers en plastique, de sorte à, lorsque parce que nous sommes amenés à prendre en charge plusieurs personnes par jour. Et donc, nous passons de maison à maison. Donc, il faut que nous nous protégions. Ça, c'est une pratique que nous avons habituellement pour que nous puissions, ça c'est une règle d'hygiène aussi, pour que nous ne puissions pas nous balader de maison en maison et en transportant des micro-organismes. Est-ce que les infirmières libérales ou les infirmiers libéraux, là, en ce moment, ça va, le moral est bon, on va dire, comment ça se passe? Parce que bon, on sait que vous êtes sursollicité en ce moment, vous avez aussi une famille, vous avez aussi des enfants, vous avez aussi un mari ou un conjoint. Comment ça se passe de ce côté-là? Une bonne question, Mylène Mathieu. C'est une bonne question, mais je ne vais pas le dire. Les infirmières essayent de tenir le coup. Et bon, les responsables, parce que vous avez des responsables, des cadres qui prennent, par exemple, des cadres des syndicats. Moi, je fais partie des cadres de syndicats.
Et parce que être présidente du RPS, ça s'est fait par élection. Et donc, moi, j'étais une tête de liste d'un syndicat et notre syndicat est passé. Donc, nous avons des cadres. Et ce sont les cadres qui sont, qui sont amenés à un petit peu tenter de rassembler, de rassurer le gros des troupes. Je vais exprimer cela comme ça. Mais ce n'est pas une chose facile. Et c'est vrai que le moral des troupes, entre guillemets, est d'autant plus mis à rude épreuve parce que le président a dit que nous sommes en guerre. Alors nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire la guerre, mais nous voulons seulement les munitions. Et ça, ça engendre pas mal d'angoisse vis-à-vis des professionnels qui sont avant tout des personnes comme tout le monde, des citoyens effectivement qui ont une famille à préserver aussi. Voilà. Vous connaissez des cas comme en métropole, médecin, plus de 60 jours sans voir sa famille, qui est dans le milieu hospitalier et il est obligé d'être là pour travailler. Donc sa famille... Non, je ne connais pas de cas de la sorte, mais pour ma part, en tout cas, j'ai laissé mon fils en confinement chez une amie parce que, en fait, mon fils de 9 ans, pour le protéger. En fait, il était parti pour des vacances. Parce que, voilà, on avait cette pratique-là entre cet ami et moi qui a des enfants du même âge. Donc, moi, quand j'étais en repos, je les prenais et pendant les vacances, ils s'amusent, ils étaient contents. C'était une façon de s'organiser et d'avoir des activités, etc. Du coup, c'était son tour d'être chez ses amis, mais depuis, je ne l'ai pas récupéré. Et je vais le voir. Je reste à distance quand même. On respecte à distance lorsque je vais le voir et les autres. Il est venu, il a voulu sauter dans mes bras, je l'ai arrêté. Il me dit, mais maman, je n'ai pas le virus. Je dis, je sais, mon fils, tu n'as pas le virus, mais c'est peut-être moi, sans le savoir, donc je préfère vous préserver. Et jusque-là, il est chez cet ami. Donc, voilà l'exemple. Et ce n'est pas évident non plus à gérer. Et c'est ça aussi qui engendre vraiment de l'angoisse chez mes confrères et consoeurs, et je le comprends parfaitement, parce que lorsque toute la journée, vous avez tourné et vous ne savez pas qui vous avez pu rencontrer, parce que le confinement n'est pas respecté, même si nous connaissons nos patients, comme je disais, la médecine, c'est aussi une question de... un diagnostic, oui. Un diagnostic part d'abord par l'interrogatoire. C'est vrai que j'ai tenté de les rassurer en disant, écoutez, nous avons l'habitude de prendre en charge des patients, nous les connaissons, pour ceux qui sont des patients chroniques, nous les connaissons. Si ce ne sont pas des gens qui sont partis en voyage, ou qui... parce que les gens se parlent, donc on peut écouter, ou qui ont été en contact avec des personnes qui sont parties récemment, une fille qui est venue passer 15 jours là, etc., etc. Ça, on peut le capter et en fonction avoir une gestion rationnelle de notre comportement ou de la protection qu'on doit avoir. Et ça, c'est quand même un peu difficile parce que, n'empêche qu'on va à la guerre, on n'a pas de fusil, on n'a pas de bouclier, on n'est pas des Superwoman ou des Capitaine Merval ou des... Comment s'appelle l'autre là Capitaine America. Et c'est sûr que derrière, ce sont quand même des humains, des femmes et des hommes qui ont à cœur de protéger aussi leur famille. Surtout avec tout ce qu'on entend provenant d'ailleurs. Vous entendez, là, on est à 3 décès en France. On a des messages sur tous les réseaux sociaux, des témoignages d'infirmières. De docteurs, de médecins, oui. De médecins. Aujourd'hui, il y a eu 3 médecins référencés. Voilà, le troisième. On a des professionnels de santé aussi qui sont tombés au front, pour le coup. Et donc, lorsque vous avez toutes ces informations-là, c'est difficile de rester stoïque, mais on essaie. On essaie de rester solidaire et de se soutenir, et notamment de faire une forme de soutien psychologique, tout simplement, ne serait-ce que de parler de ces angoisses. J'ai croisé une de mes collègues la dernière fois, justement, chez un professionnel de matériel médical, et qui venait, qui achetait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais moi, j'ai besoin de protéger ma famille. Elle avait des sursauts. Je dis, je comprends. Je ne peux pas dire non, je comprends. Je veux bien rester rationnel, mais je comprends. En tout cas, Mylène Mathieu, merci beaucoup, parce que aussi bien Luc Germain, Jean-Marc Fam et moi, on tenait vraiment à rendre hommage aux infirmières libérales que vous représentez, mais également l'ensemble du personnel médical qui est au front pour nous, pour notre santé, pour notre bien-être. Et on tenait vraiment à vous recevoir pour que vous puissiez expliquer tout ce vécu-là des infirmières libérales, mais également des professionnels de santé. D'une façon générale. Alors, juste pour une petite note, parce que je ne peux pas oublier que j'ai ma casquette de politique. Vous savez, je crois qu'avec cette crise, l'ensemble de la classe politique dirigeante au plus haut niveau a pris conscience de certains défauts, de certains manquements, de carences,
Parce que, faisons un juste retour sur un an, les infirmiers, le personnel hospitalier qui réclament des moyens déjà, qui réclamaient des moyens déjà. D'accord ? Nous, les infirmiers libéraux aussi. Il faut savoir que ça fait 10 ans que nos actes n'ont pas été revalorisés. Hein. On travaille, on paye des charges et tout ça. Là, dernièrement, avec la crise des retraites, nos cotisations de retraite ont augmenté de 12%. De 12%, sans que tout ce que nous gagnons augmente d'une façon quelconque. Donc, c'est tout ça aussi qui est mis dans la balance. Aujourd'hui, quelque part, nous payons ces carences au niveau du système de santé en France, parce que lorsqu'il fallait entendre le personnel soignant qui réclamait, pas pour lui, mais pour lui aussi, qui réclamait plus de monde au travail, qui réclamait de la valorisation, qui réclamait des moyens humains, en matériel, pour travailler, pour soigner. Aujourd'hui, je crois que sortir au balcon et applaudir, c'est une chose. Mais j'espère que les dirigeants prendront conscience et ils vont... J'ai entendu dans le discours de M. Macron qu'il aurait compris qu'il y a des services publics auxquels il ne faut pas toucher. Alors j'espère que si au moins cette crise devra servir à quelque chose, c'est de savoir que le service public et notamment la santé, il ne faut pas toucher. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Mylène Mathieu, infirmière libérale en Guyane. Donc, présidente de l'URPS. L'Union régionale des professionnels de santé, des infirmiers libéraux de Guyane, parce qu'il y en a des URPS dans tous les corps de métier, kinés, sages-femmes, médecins, etc. Et ce soir, nous nous rencontrons justement en réunion téléphonique pour pouvoir préparer ce qui doit être préparé. Merci beaucoup. Vous étiez sur RDI Guyane dans Soif de partage avec Marc et Jean-Marc. Soif de partage reviendra encore cette semaine pour vous faire vivre ces témoignages. On a besoin de vous faire partager. Soyez confinés chez vous, s'il vous plaît. C'est très, très important. Bonne soirée à tous. Merci. Vous écoutez RDI.